Espace TV, le 22h. Très ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Bonsoir et bienvenue aux 22h. Au sommaire, toujours pas d'accord entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Les enseignants attendent le dégel des salaires, un point non encore accepté alors que les grévistes ne cachent pas leur souffrance. Les propos de l'ambassadeur de la Russie en Guinée suscitent de l'indignation chez certains acteurs sociopolitiques alors qu'il était venu présenter les vœux de Nouvel An au chef de l'État. Alexander Bregadze a clairement exprimé son soutien à tout projet de modification de la Constitution. En interactualité, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle du 30 décembre dernier. Le leader de l'UDPS obtient plus de 38% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires de la CENI. Une victoire déjà contestée par Martin Fayulu, le candidat de Lamuka, arrive deuxième. Il n'y a pas eu de signature d'accord paritaire ce mercredi entre gouvernement et syndicats libres des enseignants et chercheurs de Guinée. Jusque tard la nuit, les tractations se sont poursuivies du ministère du Budget à la présidence en passant par la primature. Les enseignants ont fini par quitter la salle du 28 septembre du Palais du Peuple qui devait abriter la cérémonie de signature. Retour sur cette longue journée d'attente avec ce reportage grand format de Makiso et Aboubakar Dinkama. C'est le troisième jour consécutif depuis que le gouvernement s'est retrouvé autour de la table avec le SLEG pour signer un protocole d'accord. Plusieurs centaines d'enseignants se sont donné rendez-vous ici au Palais du Peuple, mais avec peu d'espoir. Nous espérons de façon minime, parce que franchement, 3 jours, 2 jours, toujours à l'attente, une longue attente de la part du gouvernement, des enseignants, mais franchement, rien n'est fait jusqu'à présent. Mais nous avons un cœur serré, mais comme l'espoir existe, on attend. Présent ici sur l'esplanade du Palais du Peuple depuis plus de 5 heures d'horloge, les enseignants commencent à perdre la patience. Le deuxième secrétaire général adjoint du SLEG appelle à la retenue. Le général Souma me charge de dire à l'assistance de bien vouloir patienter davantage. La mission est au ministère du Budget pour des simulations. Aussitôt que les simulations là seront terminées, la mission sera parmi nous pour le compte rendu. 3 mois de grève n'auront donc pas suffi pour dénouer la crise dans le secteur de l'éducation. Cette enseignante est dans le regret de subir certaines exactions. Nous sommes gelés, voilà tout ce qu'on a fait de mauvais. C'est ce qu'on a fait de mauvais. Moi j'ai été la seule dame à Koya qui a été arrêtée. J'ai fait 48 heures en prison. J'ai été jugée et condamnée avec sursis de 3 mois. Ce qui veut dire que ça me poursuit encore là où je suis arrêtée parce que rien n'est fait encore par rapport à ça. Et tout ce que j'ai fait de mauvais, c'est du fait que j'ai dit de dégeler mon salaire. J'ai manifesté un cri de cœur vraiment qui venait de moi profondément. Après plusieurs heures d'attente sous le hall du palais, les enseignants entrent dans la salle du 28 septembre où ils devront encore et encore attendre. Ils sont là depuis 9 heures. C'est pour attendre la bonne nouvelle. Le général Souma qui est en contact avec la commission de négociation, très certainement viendra nous donner des informations de dernière minute. Il est presque 22 heures, aucune mission gouvernementale n'est encore présente pour la signature du protocole d'accord. Les enseignants font leur déclaration et boudent la salle. Indépendamment de notre volonté, aujourd'hui, jusqu'à cette heure, le gouvernement qui nous a fait appel depuis 72 heures, qui était disposé à signer avec nous le protocole d'accord, autour duquel nous nous sommes déjà entendus sur les points essentiels, sur tous les points essentiels, depuis 72 heures. Nous nous posons la question, pourquoi jusqu'à présent, chaque jour, le gouvernement remet au lendemain? Selon nos informations, un flou serait entretenu par des hauts cadres de l'État
qui voit le recensement biométrique des enseignants comme une opération qui mettrait fin à une longue chaîne de corruption dans le secteur de l'éducation. Les enseignants de l'AB ont suivi ce jeudi l'appel lancé par le Bureau national des syndicats libres et des enseignants-chercheurs de Guinée. Les cours ont été perturbés dans les plus grands établissements publics et privés de la cité de Karamoko Alpha et les enseignants grévistes se sont rendus dans les écoles pour exiger l'arrêt immédiat des cours et très rapidement des accrochages ont eu lieu entre élèves et forces de l'ordre. Marianne Fodé Camara commente les images de Sali Bilalisso. Les enseignants de l'AB ont suivi ce jeudi l'appel lancé par le Bureau national du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée. Les cours ont été perturbés dans les plus grands établissements publics et privés de la cité de Karamoko Alpha Molabé. Les enseignants grévistes s'étaient rendus dans les écoles pour exiger l'arrêt immédiat des cours, ce qui a provoqué un accrochage entre élèves et forces de l'ordre. Bon, effectivement, les enseignants de l'AB ont suivi la demande du Bureau national et nous avons été vraiment renforcés par la sortie massive des élèves. Donc, ils ont pris conscience que ceux qui étaient en classe n'étaient pas les vrais profs et ils étaient en train de les tromper. Pour continuer à se faire entendre, les enseignants ne comptent pas reculer et décident de passer à la vitesse supérieure. En attendant, les enseignants attendent la signature du protocole d'accord qui devrait marquer la fin de la crise qui est à son 4e mois. Et nous restons toujours dans le même cadre. La grève déclenchée le 3 octobre 2018 par le SLEG dure depuis plus de 3 mois et elle est sur le point de prendre fin. Un protocole d'accord pourrait être signé pour une sortie de crise, mais des questions nous taraudent l'esprit. Ce protocole d'accord envisagé entre le gouvernement et le SLEG est-il à l'avantage des enseignants? La question des 8 millions exigés par les syndicats a-t-elle été traitée? Les éléments de réponse, c'est avec Antoine Kourma dans ce commentaire. J'ai dit aux gens, ce n'est pas négociable, ce n'est pas de l'arrogance. S'il y a des choses qui ne sont pas négociables, on ne peut pas négocier aujourd'hui 8 millions de salaires de base pour la Guinée, on n'a pas ces moyens-là. Ces propos, Kassori les a tenus aux premières heures de la grève déclenchée par le SLEG le 3 octobre 2018. Le Premier ministre avait à l'époque évoqué des mesures envisagées par l'État pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Ça, c'est des sujets qu'on doit discuter de manière responsable avec les syndicats pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comme contribution du monde du travail, parce que ça va dans votre intérêt qu'on prenne un pourcentage de votre rémunération pour mettre dans ce fonds. N'est-ce pas? Voilà des sujets sur lesquels je suis ouvert parce que ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. 3 mois plus tard, le temps semble lui donner raison. Dans le protocole d'accord annoncé, les 8 millions réclamés par le SLEG n'y seraient aucunement mentionnés. Thibou Kamara, le médiateur voulu par les enseignants, n'a pourtant pas apporté grand-chose aux premières propositions faites par le gouvernement. Il n'y a rien de nouveau dans les propositions qui ont été faites. La première préoccupation qui a été exprimée, bien entendu, c'est le dégel de leur salaire durant la période de la grève. Oui. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu cette revendication initiale qui était celle des 8 millions sur laquelle ils ont demandé à l'État de faire un effort. Mais évidemment, la volonté est là, mais la possibilité n'existe pas. Dans ses propos, le ministre d'État chargé de l'industrie n'affirme pas que les retombées du recensement biométrique seront reversées aux enseignants. Il y a une opération d'assainissement du fichier des enseignants qui est en cours. Certainement, il y aura des ressources, nous en sommes convaincus, qui seront issues de cette opération. Et sur ces ressources, il est possible d'envisager de les utiliser pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le système éducatif. La signature de ce protocole d'accord annoncé pour le lundi avait été reportée à mardi, puis à mercredi, ensuite à jeudi.
Sur les raisons de ce retard accusé, il semble que le chef de l'État, qui a sollicité lire le contenu de ce document avant toute signature, s'oppose à un certain nombre de points. Alpha Condé serait contre le dégel des 3 mois de salaire indiqués dans le dit document. Pour le président, selon nos informations, un dégel de salaire dénoterait de la faiblesse de l'État et pourrait ouvrir la voie à d'autres mouvements qui voudraient emboîter le pas au SLEG. Je vous l'annonçais, la sortie médiatique de l'ambassadeur de la Russie en Guinée, condamné par certains acteurs sociopolitiques, Alexander Brigadze, a clairement exprimé son soutien au président Alpha Condé en 2020. Acteurs de la société civile et en politique se sont exprimés sur la question. Certains ont qualifié cette sortie d'un non-événement. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara. L'ambassadeur de Russie en Guinée a exprimé mercredi la position de son pays sur une possible modification de la Constitution. Une sortie qui fait objet de débats chez certains activistes de la société civile et hommes politiques. Cette opinion exprimée par l'ambassadeur russe en Guinée n'est qu'une expression. Le président du PADES parle d'un non-événement. J'ai entendu dire que c'est le culte de la personnalité. Bon, je pense que ce n'est pas important. C'est le peuple de Guinée qui est important. Certaines dispositions de la Constitution ne peuvent faire objet de modification. Autrement, l'immixtion de l'ambassadeur dans les affaires internes de la Guinée est pour Dansa Kourma une transgression des valeurs démocratiques. Les valeurs et les principes dont il est porteur ne peuvent s'imposer en Guinée qu'avec une adhésion de la population, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et les Guinéens doivent savoir ce qu'ils veulent en matière de respect de leurs textes fondateurs. Dire que la Constitution n'est ni la Bible ni le Coran, oui, parfaitement. Même moi, je le dis en longueur de journée. Ce n'est ni le Coran ni la Bible. Mais il y a des valeurs qui doivent tenir compte des réalités du pays. Pendant ce temps, la question du 3e mandat reste sur les lèvres du bon nombre de Guinéens. Un discours qui a suscité un tollé dans la cité, c'était à la faveur de la présentation des vœux du nouvel an par le corps diplomatique au président de la République. Alexander Brigadze, dans son allocution, soutient le projet de 3e mandat et encourage le chef de l'État à y œuvrer. Mais au-delà, il a fait des déclarations qui sont loin de la vérité. C'est un commentaire de Djibril Ba. Le discours du doyen des corps diplomatiques en Guinée laisse au pantois l'opinion nationale. Alexandre Brigadze, avec un honneur qui lui a été offert par les autres ambassadeurs pour présenter les vœux à Alpha Condé, a saisi l'occasion pour soutenir ouvertement le président de la République. Alors que ce dernier est à son 2e et dernier mandat, comme le prévoit la Constitution. Une constitution qui, selon le diplomate, n'est ni un dogme, ni une Bible, donc modifiable. Quand il compare l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, ne sait-il pas que le premier évoque largement la vie d'avant Jésus-Christ et le second s'intéresse tout simplement à la vie de ce prophète? L'ambassadeur russe s'est laissé aussi emporter par la sensation pour dire que tout va bien en Guinée devant un président adouci par les mots et acquis à sa cause. Ces dernières années, on a constaté la croissance entre 10,5% en 2016 et de 6 ou 7% en 2018, avec le pronostic de 7% en 2019. Le PIB de la Guinée a augmenté de 8,7 milliards de dollars en 2016 jusqu'à 11,5 milliards de dollars en 2018, avec le pronostic de 12,5 milliards de dollars en 2019. Connaissez-vous beaucoup de pays en Afrique qui font mieux? Vous connaissez beaucoup de présidents en Afrique qui font mieux? Oui, monsieur l'ambassadeur. La Guinée n'est même pas parmi le classement des 10 pays les plus performants dans le monde. Le Ghana, un pays africain qui tient la dragée haute dans ce classement, affiche un taux de croissance de 8,3%. La Côte d'Ivoire, qui est dans ce peloton, table sur une croissance de 7,2%, étant donné que la Guinée est à 5,8% de sa croissance en 2018. Donc, il y a un ou des pays africains qui font mieux. La Guinée est sur le point de devenir le pays le plus électrifié de l'Afrique, dit l'ambassadeur. Peut-être
Mais en attendant, elle dispose d'une capacité de production de 600 MW. Nos voisins du Sénégal qui expérimentent le solaire sont à plus de 1000 MW depuis 2017. Pendant ce temps, les Guinéens vivent au quotidien les coupures intempestives et la majorité du territoire reste toujours non couverte par le réseau électrique guinéen. Bref, le président de la République devrait, s'il se rappelle de sa déclaration, renvoyer Alexandre Brigadier. Une déclaration qui disait ceci: « C'est lui qui s'ingère dans les affaires intérieures de mon pays, je le mets dans l'avion. » Fin de citation. Tout autre cadre dans cette édition, on parle de sécurité. Le ministère de la Sécurité a procédé ce jeudi au lancement du projet policier référent. Ce sont des policiers qui vont intervenir dans les écoles de Koya et d'Ubreka dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté. Il s'agit de favoriser la sécurité, la paix et la tranquillité publique, mais surtout rapprocher la population de la police. Alseni Barry, Yacouba Traoré. C'est à Dubreka qu'a été lancée l'initiative policier référent. Il s'agit de 12 policiers de la préfecture sélectionnés, formés et outillés en 2 semaines. Leur mission, intervenir directement en milieu scolaire dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté en vue de prévenir la délinquance chez les mineurs. Nous nous réjouissons aujourd'hui de l'extension de la police de proximité dans les préfectures de l'intérieur du pays, en commençant par Dubreka, Koya, puis Kindia et Kankan, voire aussi dans les zones minières. Il est question également de rapprocher la police à la population. Cette police de proximité intervient dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité. Le projet engage les ministères de l'Éducation, de la Justice et de la Sécurité. On s'est dit qu'avec cette initiative, on pouvait rapprocher la police de la population, notamment des jeunes. Donc dans ce cadre, 5 écoles ont été choisies dans la préfecture de Dubreka. Aujourd'hui, nous pensons qu'ils sont assez outillés pour se présenter devant les jeunes et parler des thématiques de prévention, des thématiques sur la citoyenneté, des thématiques sur le rôle et les missions de la police. L'initiative est saluée par les autorités préfectorales de l'éducation qui espèrent voir la réduction des troubles ou les perturbations dans les différents établissements de la zone. Nous pensons à un grand changement parce que nous savons que la police regorge des intellectuels, des gens capables de véhiculer des bons messages, surtout de la citoyenneté. Je crois que cette collaboration va beaucoup améliorer le comportement des enfants pour que les choses se déroulent normalement dans nos établissements. L'enveloppe globale du projet pour le volet sécurité intérieure est de 8 millions d'euros. La Guinée vient de se doter d'un code civil révisé, adopté il y a quelques semaines par les députés, mais le texte peine à être promulgué par le chef de l'État à cause notamment de l'autorisation de la polygamie qui a suscité une vague de réactions. Et pourtant, ce code civil révisé présente bien des avantages. Pour les citoyens, mieux, il comporte des innovations majeures. L'une de nos équipes a rencontré un avocat qui parle des avantages du code civil révisé. Le reportage est signé Mamadou Boïdiallo et Aliouba. À peine adopté par les députés, le code civil révisé qui autorise la polygamie a essuyé de vives critiques sur le régime matrimonial en Guinée. Et pourtant, ce code civil révisé comporte bien des avantages et apporte des réponses à des problèmes liés à la vie en société. Un des avantages, c'est par exemple au niveau de l'autorité parentale où l'ancien code donnait plein pouvoir à l'époux d'en décider. Mais désormais, la femme aura son mot à dire sur la garde des enfants. Dans le nouveau code actuel qui vient d'être adopté, il est permis que la femme et son époux soient les deux à assurer l'autorité parentale. Donc ce n'est pas seulement le père qui a le pouvoir, en tout cas, de gérer la famille. Autre innovation, c'est le cas des divorces. Dans le code de 1983, en cas de divorce, la femme était tout simplement lésée et ses droits bafoués. Dans le nouveau code, le droit de la femme est bien protégé. Avec le code qui vient d'être adopté, la femme est suffisamment protégée au cours de la procédure de divorce ainsi que les effets de cette procédure-là. Le droit des locataires est pris en compte pour qui connaît la problématique de logement à Conakry.
Les locataires ne pourraient plus être expulsés d'un domicile ou en tout cas d'un local qu'ils louent par le gré seulement du propriétaire de l'immeuble. Il y a des garanties qui sont en tout cas accordées aux locataires en ce qui concerne la protection de leurs droits. L'acquisition du droit à la nationalité est assouplie. Comme on le constate, le Code civil révisé, bien qu'ayant fait couler un flot d'encre, comporte beaucoup d'avantages. Et tout autre aspect dans cette édition, la Caisse nationale de la sécurité sociale a procédé ce mercredi au lancement de son service IRM, imagerie par résonance magnétique. L'événement, placé sous la présidence du chef de l'État, a enregistré la mobilisation de travailleuses et de partenaires de la Caisse nationale. Désormais, la CNSS entend se moderniser en se dotant d'instruments pour faire face aux maladies et les évacuations sanitaires à l'étranger. Suivez. Voici le scanner à imagerie par résonance du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un appareil dernière génération pour faire face aux soins des pensionnés et de la population en général, comme l'explique le médecin conseil de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le scanner est plus spécifique sur les os, tandis que l'IRM s'occupe des parties mous et des muscles. Donc, l'IRM permet de poser un diagnostic plus sûr, plus net et plus clair que les autres machines. Le lancement de cet outil qui sert à diagnostiquer les pathologies s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, accompagné du Premier ministre, quelques membres du gouvernement et des partenaires de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans son discours, Alpha Condé a félicité la direction générale de la CNSS pour avoir doté le pays d'un scanner IRM qui va renforcer la qualité des soins et résorber les problèmes d'évacuation sanitaire vers l'étranger. Il a aussi dénoncé le faible taux d'assurance des salariés à la Caisse. De son côté, le directeur général de la Caisse annonce que son ambition est de procéder à l'augmentation des pensions dans un bref délai pour améliorer les conditions de vie des retraités et des veuves. Grâce toujours à l'appui, non seulement de notre conseil d'administration, de notre ministre de tutelle et de l'appui constant du président de la République lui-même, après 5 ans de bataille, nous venons d'obtenir cette révalorisation, ce qui va, à partir du mois d'avril, porter les pensions de 440 000 à plus de 600 000, le minimum. La CNSS se veut proche des retraités et de la population pour faire face à leurs soins. L'institution ambitionne de continuer à moderniser ce centre de diagnostic. La Guinée possède désormais un centre opérationnel de maintenance, de formation technique et de contrôle des engins lourds. Créé en 2015 à Manéa, ce centre multifonctionnel, il est prévu aussi un volet d'apprentissage pour renforcer la capacité des travailleurs. Suivez. Mojo Transport est un centre industriel de maintenance et de formation pour tout type d'engins. Créé en Guinée depuis 2014 par Moussa Mojo Keïta, l'entreprise travaille avec des sociétés minières présentes en Guinée. Elle évolue également dans le domaine d'ingénierie de mécanique et de transport mutationnel et logistique. Ce que vous avez vu ici, c'est ce que j'ai appris à faire en France. Je transporte que sur les mines et sur les carrières et dans les entreprises industrielles. Donc on est plusieurs à le faire. Tous ces indicateurs que je viens de vous dire sont pris en compte. Après, le pétrolier, qui est un marketeur dans les normes internationales, sort un résultat pour le moment. Depuis le 31 décembre 2017 jusqu'à maintenant, je suis meilleur transporteur de Total en Guinée, du groupe Total en Guinée. Le centre Mojo Transport a plus de 250 employés. Chaque année, ils bénéficient des formations pour renforcer leur capacité de travail. Ici, il y a une salle de formation intégrée pour nos ouvriers qui doivent avoir plusieurs formations par an pour rester top avec l'évolution de tout le matériel qui va venir ici. Et on vient de visiter les parkings, les différents parkings. Le directeur général de Mojo Transport entend faire de ce centre multifonctionnel un centre digne de nom et respectueux de l'environnement. C'est pourquoi il prévoit un hôpital pour ses collaborateurs et ses clients. Parce que partout travaillent plus de 100 personnes. Les exigences HSE signifient qu'on mette une clinique.
Il y aura des dames qui vont travailler ici, qui seront enceintes, qui ont besoin d'une prise en charge rapide en cas de problème. Et des personnes peuvent se blesser malgré que le niveau de sécurité au travail ici est très élevé. Mojo Transport est présent dans les 4 régions naturelles du pays, dont Boké, Kankan, Dinguiraï et Zirekore. Le mouvement Sékou Tourisme a organisé ce mercredi un panel pour magnifier les œuvres du père de l'indépendance guinéenne, dénommé Sékou Touré Day. Les organisateurs souhaitent institutionnaliser cette journée qui sera désormais célébrée le 9 janvier de chaque année pour promouvoir la paix, la cohésion et la démocratie. Les images de Tierno Sadouba sont commentées par Idrissa Barry. En organisant ce panel intitulé Sékou Touré Day, les initiateurs veulent célébrer la vie du camarade responsable suprême de la révolution et père de l'indépendance de la Guinée. Le Sékou Touré Day est une occasion de commémorer la contribution de la Guinée à la promotion de la dignité et de l'émancipation des peuples africains. Nous célébrerons toujours le camarade Ahmed Sékou Touré, car célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer l'honnêteté. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la liberté. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la dignité. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la responsabilité. Le rêve de l'homme pour la Guinée et l'Afrique, c'est le thème choisi par les organisateurs pour ce panel. Des informations ont été données par les panélistes sur la vie de l'homme. En votant non le 28 septembre, dans l'entendement de la France, la Guinée a commis un crime à l'endroit de la France. Parce que le vote du 28 septembre 1958, cela a eu comme conséquence la dislocation de l'empire colonial français. En 1960, tous les autres territoires ont opté pour l'indépendance. Cela a beaucoup affligé la France. C'est la raison pour laquelle la guerre nous a été déclarée. La première responsable de la municipalité de Kaloum est l'une des filles de Sékou Touré. Elle évoque quelques souvenirs de son défunt père. Depuis l'âge de 9-10 ans, il me faisait venir à son bureau. Il me demandait de m'asseoir au fond. Je m'asseyais et il recevait les gens. Il les écoutait et après, il m'appelait pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Et je pense que cela aussi m'a donné la capacité d'écoute et de discernement. Le sécoutourisme est un mouvement composé de jeunes dont le but est d'assumer l'histoire de la Guinée. Un mot de sport dans cette édition. La Fédération guinéenne de tennis vient de bénéficier d'un important lot de matériel sportif. Ces équipements composés de balles, de raquettes et de survêtements ont été repartis entre les différents clubs de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités sportives du pays et des partenaires comme le diplomate turc en Guinée. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. 240 balles, 12 raquettes et 7 vestes réparties entre les différents clubs rattachés aux ligues de tennis de Conakry, de Boké et de Kankan. Le reste du don, composé de 25 t-shirts et 13 raquettes mini-tennis, est à la disposition de la fédération. Selon l'instance, ils serviront à l'animation tennistique fédérale. Ce geste est de Soriba Kamara, tennisman guinéen vivant en France, et de son club Sionville. La FEGI Tennis s'en réjouit. La Fédération guinéenne de tennis remercie très sincèrement le club de Thionville et tout son staff, et plus singulièrement Madame Sabine Paulek, Monsieur Julien Bouter, Monsieur Yannick Misko, qui ont eu confiance à notre cher frère Monsieur Soriba Kamara, que nous remercions et encourageons dans sa volonté de soutenir le tennis guinéen. De ce geste, le département des sports est satisfait. Je m'en vais remercier, messieurs les donateurs, les partenaires, toutes les personnes morales et physiques qui ont accompagné cette fédération à dérouler ses activités. Depuis plus d'une décennie, le tennis guinéen est absent sur la scène internationale à cause des dettes qu'il accumule. 2019 s'annonce prometteuse car le diplomate turc en poste à Conakry, également présent à la cérémonie, promet de s'investir en faveur de cette discipline sportive.
Je veux souligner que l'ambassade de Turquie sera toujours à côté de vous afin de soutenir tous vos efforts pour le développement du tennis en Guinée. La cérémonie s'est achevée par un gala qui a opposé la Guinée à la Turquie. En série filles, la Guinée s'est imposée sur un score de 2-1 avant de confirmer en série garçons avec un score plus large, 3-0. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, un grave accident de la circulation survenu dans la nuit d'hier entre le quartier Kountia et le kilomètre 36. Ibrahima Souri Diallo, originaire de Kindia, a été tué et son corps se trouve à la mosquée de Kountia. Les autorités de ce secteur sont à la recherche de ses parents. On écoute le chef de quartier. Hier nuit, et à partir de 0h18, quand j'ai été appelé et par un des syndicats des mototaxis, comme quoi les gens sont venus déposer un corps devant la mosquée de Yimbaya, la mosquée centrale. Et je me suis réveillé, on allait ensemble, on a visité. Effectivement, le corps qui était là n'était pas de mon quartier. Et la nuit là, je les ai pris. On est allé directement à la police routière de Matoto, mais on est allé trouver que les gens n'y étaient pas. Je suis quitté là-bas, je suis allé voir les membres de la Croix-Rouge de la commune de Matoto. Ils ont mis un véhicule à ma disposition avec des bénévoles. On est venu prendre le corps dans la mosquée de Yimbaya. On s'est dirigé à la morgue de Ignace Dine. Arrivé à la morgue de Ignace Dine, on a vérifié vraiment le coin était bourré. Il n'y avait pas de place pour notre corps. Et la victime s'appelle Ibrahima Souri Diallo. Il est marchand de profession. Son père, je crois, sa maman est Sofatmata Diaraï. Son papa, Mamadou, je crois, Mamadou. Il réside à Kindia Centre. Ouais, il est marchand de profession. Je lance un appel à ses parents pour dire que le corps est encore au niveau de la mosquée de Yimbaya. Si toutefois ils ont la chance de voir l'image là à la télé, de s'adresser directement au bureau du conseil de quartier sur le contact ci-après. 666 67 10 35. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur Espace TV.